tous et bienvenue dans cette capsule dédiée à la fin des notes de cours portant sur morale et domination avec Karl Marx. Alors nous avons de façon synchrone terminé le point 3 qui était consacré à un diagnostic critique du capitalisme et nous allons maintenant passer au point 4, donc la critique de la religion ou des religions, avant de passer au cinquième et dernier point qui s'intitule Libération. Juste avant de commencer, je vous rappelle que ces notes de cours sont essentielles pour votre prochain examen qui aura lieu dans quelques semaines, ainsi que pour la dissertation finale. Et de ce point de vue-là, la capsule restera disponible sur YouTube jusqu'à la fin de la session. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, écrivez-moi sur Teams ou sur Léa. Bonne capsule. Point 4, donc, critique de la religion, ou comme je disais, des religions, c'est-à-dire de façon générale, Marx critique les religions. Il prend davantage l'exemple de la religion chrétienne protestante, qui était la religion majoritaire en Europe occidentale à son époque, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, en tout cas pour le christianisme, alors protestant et catholique. Mais c'est vraiment là une critique des religions dans leur ensemble, donc, ou de la religion de façon générale, même si encore une fois c'est davantage l'exemple du christianisme qui est mis sous la loupe de Karl Marx. Alors d'abord 4.1 définition, vous devez savoir que Marx était athée. L'athéisme, eh bien c'est cette croyance selon laquelle Dieu n'existe pas, qu'il n'existe autrement dit rien de transcendant. Dieu n'est rien d'autre finalement qu'une création de l'imagination humaine. Donc c'est vraiment en fonction de cette perspective athée que vous devez comprendre le point 4. On n'a pas affaire ici à quelqu'un qui se pose des questions sur la potentielle existence de Dieu, qui se dit ah peut-être que Dieu existe, ou encore moins d'une personne qui croit que Dieu existe. C'est vraiment à partir du point de vue d'une personne, d'un individu, Marx, qui est persuadé, à tort ou à raison, que Dieu n'existe pas et qu'autrement dit les religions sont le pur produit de l'espèce humaine et qu'elles-mêmes présupposent à tort qu'il existe un esprit immatériel, infini, parfait, etc., qu'on appelle Dieu. En tout cas dans les trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Alors donc pour lui la religion, c'est pas toujours une structure qui a été créée par les dominants, des majuscules dominants, mais en tout cas c'est souvent une structure qui a été créée par les dominants. L'exemple du christianisme, c'est un exemple qui justement est intéressant, on va en parler dans les prochaines diapos, puisque à la base ce n'est pas une religion qui a été créée par les dominants, les chrétiens ont été très longtemps poursuivis, martyrisés, notamment par les Romains de l'Antiquité, mais elle est devenue par la suite, on va en reparler à la prochaine diapo, elle est devenue une religion qui a été reprise par les classes sociales dominantes et qui de toute manière évolue toujours, là pour le coup toujours, selon les besoins des classes sociales dominantes, donc en fonction des intérêts et des besoins des classes sociales dominantes, eh bien la religion dominante va s'ajuster aux intérêts et aux besoins des classes sociales dominantes. Pour le dire en une phrase, et on va investiguer ça, je vais l'expliquer, je vais l'exemplifier de différentes manières, pour quelqu'un comme Marx, les religions de façon générale sont des instruments de pouvoir qui servent à légitimer ou à justifier la domination, justifier, c'est-à-dire la rendre juste aux yeux de ceux et celles qui la subissent, mais aussi aux yeux de ceux et celles qui l'exercent. Alors précisément, je vous disais, Marx s'est surtout intéressé au cas de la religion chrétienne. Alors prenons cet exemple et voyons un peu de façon historique, avec quelques grandes époques, quelques grandes dates, quand même assez générales, voyons un peu comment le christianisme s'est rapidement fait l'allié des classes dominantes pour finalement encore aujourd'hui demeurer l'allié des classes sociales dominantes. Alors au IIIe siècle après Jésus-Christ, dans les années 200 après Jésus-Christ, vous avez un empereur romain qui s'appelait Constantin qui décide de se convertir au christianisme. Alors il faut savoir que les Romains de l'Antiquité étaient, avant Constantin du moins, polythéistes. Le polythéisme c'est plusieurs dieux, ça vient de polus et théos en grec ancien, donc plusieurs dieux. D'ailleurs une religion polythéiste qu'ils avaient abondamment
reprise des Grecs de l'Antiquité. Ils avaient changé les noms, mais c'était à peu près, à peu de choses près, la même religion qu'ils avaient reprise. Alors Constantin, dans les années 200 après Jésus-Christ, décide de se convertir au christianisme. Jusqu'alors, le christianisme était une religion minoritaire, dont les pratiquants étaient persécutés, notamment par les Romains sur ces fameuses croix, comme celle sur laquelle Jésus a été crucifié, mais aussi celle dont j'ai parlé lors de la portion du cours synchrone sur des tripaliums, donc une croix, une variante un peu différente, mais au final un instrument de torture dans tous les cas. Constantin, donc dans les années 200 après Jésus-Christ, se convertit au christianisme, et du même coup, puisqu'il est l'empereur à cette époque-là, si vous voulez, c'est l'ensemble de l'Empire romain qui de fait devient officiellement chrétien. La conversion de Constantin de facto projette sur l'ensemble du monde romain, de l'Empire romain de l'Antiquité, la religion chrétienne comme étant désormais, dorénavant, la religion officielle. Alors c'est vraiment à partir de cette conversion de Constantin que le christianisme devient la religion majoritaire en Europe, et jusqu'à aujourd'hui demeure le christianisme la première religion dans le monde en termes de nombre de pratiquants. Au Moyen-Âge, notamment lors des croisades, dont vous avez sans doute déjà entendu parler dans des cours d'histoire, sinon ça fait parfois l'objet de films ou de séries ou dans des ouvrages, on retrouve une structure du pouvoir où les seigneurs, on en avait parlé, rappelez-vous, lors des 4 époques historiques de l'histoire de l'humanité décrites par Marx, vont protéger le christianisme catholique, là pour le coup davantage, et puisque le protestantisme n'existe pas encore au Moyen-Âge, et vont le répandre, notamment lors de ces fameuses croisades, donc des guerres saintes où des chevaliers et des seigneurs et des ecclésiastiques, donc des officiers religieux catholiques, vont essayer de reprendre Jérusalem, qui était à l'époque occupée par des musulmans. À partir de entre guillemets, la découverte du Nouveau Monde, je dis tout ça entre guillemets, puisque historiquement on sait qu'en fait ces terres avaient été déjà occupées par des peuples autochtones, et puis qu'on a même des traces, notamment dans l'est du Canada, des traces archéologiques là, de la civilisation viking, donc la preuve que ces terres avaient été découvertes par d'autres peuples bien avant Christophe Colomb. Mais si je reprends la date connue, 1492, date à laquelle donc Christophe Colomb pose le pied en Amérique centrale, donc dans les actuelles Antilles, et jusqu'au XXe siècle, on a 5 siècles, donc 500 ans de colonisation par des pays européens, le Portugal, l'Espagne, et puis la France, l'Angleterre et d'autres, qui vont donc coloniser et convertir, qui vont forcer les conversions des populations locales au christianisme, donc l'évangélisation de ces populations-là. Au XIXe siècle, c'est l'époque de Marx, je vous rappelle qu'il a vécu au XIXe siècle, le christianisme, on va en parler dans les prochaines diapos, est utilisé pour légitimer, pour justifier l'exploitation et la misère des ouvriers. Alors pour l'instant, je ne rentre pas ici dans le détail, mais encore une fois, les 2 prochaines diapos vont explorer cette thèse de Marx. Au XXIe siècle, donc à notre époque, vous retrouvez encore sur les billets de banque américains cette fameuse formule "In God we trust", donc en Dieu nous croyons en Dieu. Un président, le président George W. Bush, qui était juste avant Obama, lors des interventions américaines en Afghanistan et en Irak, donc après les attentats du 11 septembre 2001, avait publiquement, dans des discours là et devant les médias, parlé de "access of good" contre le "access of evil", donc il utilisait une rhétorique, une terminologie dans laquelle on retrouve là une espèce d'opposition très dichotomique entre les bons et les méchants. Donc les bons, c'est les Américains, et puis tous ceux qui sont du côté des Américains, et les méchants, à l'époque c'était les talibans, puis c'est les terroristes musulmans, etc. On retrouve donc une terminologie, une rhétorique, des mots qui sont forts et qui traduisent une manière de penser qui est très dichotomique, très binaire et très biblique, les méchants contre les gentils. Encore aujourd'hui, la plupart des pays qui ont été colonisés, je dis la plupart parce qu'il y en a d'autres qui font encore partie des colonies. Je pense par exemple à la Martinique, à la Réunion, qui sont des colonies françaises et qui appartiennent aujourd'hui au territoire français, même si elles sont à des milliers de kilomètres de la métropole.
La plupart donc de ces pays colonisés ont été au cours du XXe siècle décolonisés, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, mais aujourd'hui encore, elles sont largement à la solde de multinationales qui sont pour la plupart occidentales. Alors de plus en plus maintenant en Afrique, il y a une très forte présence chinoise, mais encore dans beaucoup d'anciennes colonies françaises, par exemple le Niger, la Côte d'Ivoire, vous avez des multinationales et des entreprises françaises, donc ces pays-là avaient été colonisés par la France pendant de nombreuses années, qui continuent d'exploiter les matières premières, les bananes, des minerais, etc., et dont les profits finalement vont essentiellement à l'ancien colonisateur, c'est-à-dire des entreprises privées, mais issues des pays, du pays qui avait colonisé cette ex-colonie. Bref, ce que vous voyez, c'est qu'à chaque époque, la religion dominante, elle est soit protégée, soit propagée, soit les deux, par les classes sociales dominantes. Ça se fait par un partage des richesses et également des pouvoirs. Si je reviens au Moyen-Âge, et puis pas seulement au Moyen-Âge, mais notamment au Moyen-Âge, il y avait carrément des impôts, la dîme, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui était carrément là prélevée de manière obligatoire auprès des serfs, des paysans, afin de financer notamment la construction de nouvelles églises et donc de l'évangélisation. Également pour l'éducation, il n'y a encore pas si longtemps au Québec, l'éducation était privée, était prise en charge, vos grands-parents ont vécu ça, peut-être vos parents, en tout cas pour certains d'entre eux, ont vécu ça également, c'était les bonnes sœurs qui enseignaient, avant qu'il y ait un système d'éducation publique qui soit mis en place. Alors, 4.2, quel est maintenant le rôle des religions? En fait, je l'avais mentionné, on va maintenant explorer cette thèse. Pour Marx, la religion, elle sert essentiellement à justifier les inégalités sociales auprès de ceux qui les subissent, mais aussi auprès de ceux qui ne les subissent pas, afin que tout le monde se sente finalement à l'aise dans le fait de ne pas les subir ou dans le fait de les subir. Bref, les religions rendent, aux yeux de Marx du moins, les inégalités sociales plus tolérable, moins douloureuse. Ça revient ici à la même chose. Alors vous avez deux exemples à l'écran. D'abord une citation assez célèbre de la Bible, à Matthieu 20,16. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les derniers, c'est les plus misérables, ceux qui souffrent le plus sur terre, seront les premiers, c'est-à-dire les premiers accueillis au paradis, seront tout de suite à côté de Dieu, puisqu'ils ont beaucoup souffert, ils seront récompensés au paradis. Deuxième exemple, dans le christianisme protestant, plus spécifiquement, le protestantisme, donc on retrouve majoritairement en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, on retrouve cette fameuse devise, alors c'est pas une citation directe, mais ça traduit l'esprit de cette morale protestante: quand on veut, on peut, qui finalement fait de la réussite une justification du mérite, ou pour le dire autrement, que lorsqu'on a réussi socialement, financièrement, eh bien c'est parce qu'on le mérite, parce qu'on a travaillé très fort, et donc on n'a pas honte d'exposer nos richesses, notre belle maison, nos voitures, etc. À l'inverse, ce que cela veut aussi dire, c'est que la personne qui ne peut pas n'aurait donc pas suffisamment voulu, ce qui signifierait de façon tacite ou du moins implicite que si tu ne réussis pas, eh bien tu es l'unique responsable de tes échecs. Donc on met complètement de côté, si vous voulez, tout le contexte socio-économique, les conditions concrètes d'existence, comme Marx les appelle, et on ne voit que la pointe de l'iceberg, à savoir qu'une personne est parvenue à tel ou tel objectif professionnel uniquement, ou en tout cas c'est ce qui est prétendu ici, parce qu'elle aurait voulu très très fort et qu'elle aurait beaucoup travaillé, en oubliant finalement toutes les conditions socio-économiques qui ont rendu possible ou qui ont favorisé la capacité de cette personne à effectivement réussir ce rêve professionnel et financier. À un point tel que dans le christianisme, on se retrouve à valoriser, c'est plus notable dans le catholicisme, la souffrance. Il y a comme des bienfaits de la souffrance. Si vous reprenez la Bible, si vous ouvrez une Bible ou si vous consultez une Bible en texte, en PDF sur Internet, c'est accessible. Le tout début de la Bible, ça s'appelle la Genèse, et au tout début juste après la création d'Adam et puis ensuite de Ève par Dieu, Dieu, rapidement interdit à Adam et Ève de goûter aux fruits d'un arbre qui se trouve en plein milieu du jardin d'Éden. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, autrement dit, Dieu
ordonne à Adam et Ève de rester ignorants, et Ève est séduite par le serpent, et ensuite Ève séduit Adam en lui disant tu peux manger en fait ce fruit qui a souvent été illustré par une pomme dans l'univers artistique européen de la Renaissance et puis après. Et donc ils désobéissent, hein, ils mangent ce fruit alors que c'était interdit, alors ils désobéissent et ils sont punis, hein, c'est ce qu'on appelle la chute, donc ils sont condamnés à plusieurs choses assez horribles. La première, c'est qu'ils perdent leur immortalité. La deuxième, c'est qu'ils vont devoir travailler. Adam va devoir travailler à la sueur de son front toute sa vie. Donc ça vient, comme si vous voulez, justifier le fait que sur Terre, on doit travailler, qu'on ne peut pas passer nos journées à se reposer, parce qu'on aurait hérité, entre guillemets, de la faute commise, le péché originel, c'est-à-dire le premier péché commis par nos supposés ancêtres Adam et Ève. La femme est également punie, elle va avoir des règles qui sont douloureuses, elle va avoir des grossesses qui vont être douloureuses, ça va également faire très mal lorsqu'elle va accoucher, elle va être également soumise à son mari qui va dominer sur elle, hein, c'est écrit, si vous ne me croyez pas, vous lirez les premières pages de n'importe quelle Bible, là vous verrez, c'est écrit noir sur blanc, donc elle va devoir être soumise, Adam va dominer sur sa femme. Ce qui, d'une certaine façon, d'un point de vue politique, là, quand on l'interprète à la manière de Marx, nous fait réaliser qu'au plus on souffre de la pauvreté, finalement, au plus on sera récompensé au paradis. Alors, dans une perspective, encore une fois, politique, Marx dit, mais à ce moment-là, pourquoi se révolter contre nos conditions de vie et de travail? Pourquoi est-ce que les prolétaires qui vont au fond de la mine ou qui travaillent à la chaîne toute la journée de façon abrutissante et de façon aliénante, pourquoi est-ce qu'ils se rebelleraient, puisque par ailleurs on leur fait croire depuis qu'ils sont tout petits à la messe notamment que les derniers seront les premiers, autrement dit que au plus ils sont misérables sur terre, même si leur vie sur terre est extrêmement douloureuse, il y aura une vie éternelle de félicité, de bonheur auprès de Dieu une fois qu'ils seront morts. Donc d'un point de vue politique, c'est une stratégie, c'est comme ça que Marx voit les choses, c'est une stratégie tout à fait efficace pour éviter que les gens se révoltent. On les abreuve là d'une idéologie religieuse qui vient justifier leurs conditions misérables. 4.3, les trois effets que les religions produisent sur les êtres humains, c'est un peu là. En fait, c'est pas un peu, c'est la conclusion du point 4. Il y en a trois, donc un effet anesthésiant, un effet aliénant et un effet mystifiant. À la page 4 de votre texte 5, vous le relirez à tête reposée, Marx est assez clair, d'ailleurs c'est sans doute sa citation la plus célèbre, il écrit là que les religions sont l'opium du peuple. Alors en haut à gauche là, de l'écran, je vous ai mis une photo d'un fumeur d'opium. L'opium, c'est une drogue, si vous ne l'aviez pas encore compris, et c'est une drogue qui notamment nous apaise d'un point de vue en tout cas à court terme, et pendant un laps de temps qui correspond à la durée de l'effet de cette drogue-là, ça nous endort en fait, ça nous anesthésie, hein, et on ne ressent plus les douleurs, on ne ressent plus les souffrances. D'ailleurs, les opiacés sont utilisés là sous différentes formes, notamment dans les hôpitaux, hein, si on pense par exemple à la morphine. Donc finalement il compare les religions à une drogue qui nous anesthésie, et donc pendant que quand on y croit, on oublie nos souffrances réelles sur Terre. Deuxième rôle, deuxième effet, pardonnez-moi, c'est l'effet aliénant. Alors je vous rappelle, l'aliénation, c'est lorsqu'on est rendu étranger à nous-mêmes, d'une certaine façon, à force de nous enchaîner à des pratiques, hein, aller à la messe, faire ses prières, à des rituels, le fait qu'on va à la naissance d'un enfant le baptiser, pour les funérailles, on va prononcer certains discours d'une certaine manière. On doit s'habiller d'une certaine façon, dans l'église on doit se découvrir, etc. etc. Bon, et des dogmes aussi, à force on en vient à s'oublier soi-même, notre nature d'être qui doit s'épanouir par un travail réalisé de A à Z, hein, c'était le modèle de l'artisan, et finalement on devient étranger à nous-mêmes. Enfin, c'est le troisième effet, c'est l'effet mystifiant. Alors les explications religieuses sont de nature surnaturelle, hein, déjà juste le fait de croire qu'il y a un Dieu, une entité immatérielle, infinie et parfaite,
parfaite, qui a un plan pour nous, qui a créé l'univers, etc. On est à fond dans du surnaturel. Et toutes ces explications-là, hein, bon, par exemple, chez les catholiques, le fait que Marie, la mère de Jésus, serait toujours vierge, même si elle a donné naissance à un enfant, parce que c'est le Fils de Dieu. Bon, on est dans du surnaturel là encore, on est dans des explications qui dépassent les lois de la physique, hein, c'est ça que ça signifie, surnaturel, c'est au-dessus, au-delà de la nature. Toutes ces explications-là, elles détournent l'attention, et pendant que on s'émerveille, si on y croit, de ces explications mystifiantes, eh bien on évite de s'intéresser aux problèmes réels que l'on vit, et on évite de chercher aussi, hein, les véritables causes naturelles des phénomènes. Alors la solution de Marx, eh bien, c'est tout simplement d'abolir les religions. Alors, je vous cite ici le texte 5, page 4, il dit, ouvrez les guillemets, nier la religion, donc nier c'est dire non à la religion, donc c'est une façon de dire abolir la religion. Ce bonheur illusoire du peuple, c'est exiger son bonheur réel. Ici c'est intéressant, il y a une opposition entre le bonheur illusoire, un bonheur illusoire c'est l'illusion, donc un faux bonheur finalement, nier la religion, dire non à la religion, ce faux bonheur du peuple, c'est exiger son bonheur réel. Donc pour que le peuple devienne véritablement heureux, il faut nécessairement, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante de possibilité, il faut quand même commencer par reconnaître que la religion est source d'un faux bonheur, elle est source d'un bonheur illusoire. Le vrai bonheur, il doit être recherché ici et maintenant, et non pas dans l'espoir d'une vie, entre guillemets, éternelle, qui serait donc ici illusoire, au paradis. L'abolition des religions, c'est, comme je le disais, une condition qui est nécessaire, il faut ça, mais ce n'est pas suffisant pour libérer les dominés de la domination des dominants. Il faut abolir les religions, mais il va falloir faire plus que cela. Je vous explique dans les prochaines minutes ce qu'il faudra faire en plus, et j'attire votre attention ici sur, avant de passer à la suite, sur la fiche de propagande du syndicat International, j'oublie exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas IWW, qui existe toujours en réalité encore aujourd'hui, qui fait la promotion d'une abolition du capitalisme. Alors vous avez donc la pyramide du système capitaliste avec tout en bas les prolétaires qui nourrissent tout le monde et qui travaillent pour tout le monde. Je vous traduis là, de l'anglais vers le français, c'est écrit à droite là, du poster, de l'affiche. Vous avez juste au-dessus les bourgeois, les patrons qui font la fête, qui font le party, il est marqué We eat for you, donc nous mangeons pour vous. Au-dessus, la force coercitive, la police, l'armée, We shoot at you, nous vous tirons dessus si jamais vous vous rebellez. Au-dessus, la religion, on vient d'en parler, We fool you, nous vous trompons avec nos illusions, nous vous berçons d'illusions d'un bonheur illusoire. Au-dessus, la classe politique dirigeante, les rois, les premiers ministres, les présidents, les empereurs, etc. We rule you, nous vous gouvernons, et puis tout en haut, l'argent qui est véritablement le point central de ce système capitaliste. Voilà, donc ça c'était la fin du point 4. Il nous reste maintenant le point 5 sans trop de transition. Le voici. Donc le point 5 s'intitule Libération, et je commence par une citation de votre texte 5, page 2. Ouvrez les guillemets, citation donc de Marx et Engels dans l'idéologie allemande. À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'elles servent, elles, ce sont les idées de la classe dominante, elles servent avant toute chose les intérêts des dominants. Elles servent notamment à renforcer la domination, à la justifier, à la rendre juste aux yeux de ceux et celles qui la subissent, c'est-à-dire les dominés, et aussi du point de vue de ceux et celles qui l'exercent, c'est-à-dire les dominants. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette citation? Eh bien que on a naïvement l'impression, l'être humain, de choisir ses valeurs. En réalité, ce que l'on peut comprendre à la lumière de cette citation, c'est que l'éducation que nous recevons depuis notre plus jeune âge, depuis notre naissance, est en réalité une lente et profonde incorporation, c'est-à-dire ça fait corps avec nous, tellement c'est profondément acquis à un jeune âge et répété tous les jours. Nous incorporons donc lentement et profondément les valeurs dominantes de la société dans laquelle nous vivons, et nous les incorporons tellement
à un âge tellement jeune qu'elles finissent, à l'âge que nous avons aujourd'hui, et qu'elles finissent par nous sembler naturelle et évidente et universelle, hein, ce qui inclut qu'elles, de notre point de vue, elles ne pourraient pas être autrement que telles qu'elles sont, alors qu'en réalité, ça pourrait très bien être autrement. Mais on les a encore une fois tellement incorporées qu'on ne se pose même pas la question de savoir pourrait-il y avoir un monde dans lequel j'aurais d'autres valeurs. Alors, toujours du point de vue de la déduction, de ce qu'on peut déduire de cette citation de Marx et Engels, cela signifie qu'on est déterminé. Alors déterminé ici, c'est pas dans le sens c'est pas dans le sens motivé à, c'est dans le sens on est déterminé, on ne peut pas faire autrement que, hein, c'est le contraire de la liberté, on est déterminé à penser et à agir. Hein, rappelez-vous du lien que j'avais établi entre théorie et pratique, hein, la théorie, la pensée, et agir, donc l'action. La façon dont nous agissons n'est bien souvent que le reflet de la façon dont nous pensons. Hein, donc le lien ici, il y a un lien de causalité entre ce que nous pensons et ce que nous faisons. Alors on est déterminé, donc on n'est pas libre de penser et d'agir en fonction des idées dominantes de la société dans laquelle on vit, puisqu'encore une fois, ces idées-là, on nous les a répétées à un point tel qu'on les a incorporées, elles sont devenues naturelles pour nous depuis notre plus jeune âge. Les dominés ne sont pas, alors dans la perspective de Marx, hein, c'est à discuter peut-être, mais dans la perspective de Marx, les dominés ne sont pas réellement conscients du fait qu'ils sont dominés, c'est-à-dire ils savent quand même qu'ils vivent des existences qui sont difficiles, hein, s'ils doivent descendre avec leurs enfants au fond de la mine depuis des années, ils savent que c'est pas une vie qui est drôle, mais ils n'ont pas du point de vue de Marx, ils n'ont pas pris la pleine mesure de la domination qu'ils subissent. Inversement, les dominants, eux, pensent qu'ils méritent de dominer. On en avait parlé tout à l'heure, rappelez-vous, avec le quand on veut, on peut. Hein. Ils se disent, si j'ai tout ça, si j'ai cette belle vie-là, cette belle maison, ce train de vie, cette qualité de vie, c'est parce que je l'ai mérité, j'ai beaucoup travaillé. Alors qu'en réalité, ils ont oublié les conditions socio-économiques qui ont rendu possible, qui ont favorisé cette capacité qu'ils ont eue à pouvoir effectivement atteindre ce statut social et financier-là. Donc ils ont hérité d'un certain nombre de capitaux. Je vous rappelle que des capitaux, c'est des richesses, ça inclut l'argent, ça inclut aussi des richesses culturelles, donc une éducation à la culture qu'on appelle une culture légitime, qui est considérée comme étant la bonne culture, celle qui est notamment enseignée à l'école, également du capital des richesses, enfin, un capital politique, hein, donc de poids politique dans une société, de leurs parents et de leurs ancêtres. On n'est donc pas libre, hein, on a l'impression qu'on est libre, mais on ne l'est pas, et puisqu'on n'est pas libre, on doit se libérer. Hein. Il y a comme quelque chose ici qu'on doit reconnaître, on doit reconnaître le fait que nous ne sommes pas libres, contrairement à ce que l'on croit faussement, et une fois qu'on réalise qu'on n'est pas libre, et bien là, on peut commencer véritablement à agir en vue de se libérer réellement. Autrement dit, la prise de conscience de la domination, le fait de réaliser, hein, d'ouvrir entre guillemets les yeux et de se dire ok, là il y a vraiment un système qui est basé sur la domination, on l'avait vu au dernier cours, c'était également, ça procédait également là, de cette analyse de l'histoire de l'humanité en 4 grandes époques. Au terme de la première, l'époque tribale, il y avait eu l'apparition de la propriété privée, donc depuis des milliers d'années, rappelez-vous, on assiste à la domination d'une minorité riche et puissante sur la majorité pauvre et soumise. À partir du moment où une masse critique de dominés réalise qu'ils sont véritablement dominés, donc c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour se libérer, eh bien on est déjà un peu moins dominé. Savoir qu'on est dominé, c'est déjà l'être un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est plus du tout, mais ça veut dire qu'on a regagné un peu de pouvoir sur soi-même. J'utiliserai une comparaison ici pour vous faire comprendre cette idée. Si un esclave ne sait pas qu'il est un esclave, il est d'autant plus l'esclave de son maître. Si à partir du moment qu'on lui dit tu es un esclave et il pourrait y avoir une autre vie possible, alors l'esclave est toujours un esclave, hein, même s'il sait ça, mais en revanche ça lui ouvre des perspectives, ça lui ouvre ses horizons. Alors vous connaissez sans doute cette devise qui
qui est le titre ici de la diapo. L'union fait la force. Un gros poisson peut manger beaucoup de petits poissons, mais si tous les petits poissons se mettent ensemble, eh bien ils deviennent plus forts que le gros poisson. C'est un peu l'esprit de cette citation, qui est aussi une citation très célèbre de Marx et Engels en 1848 dans le manifeste du Parti communiste. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Prolétaire, c'est, je vous le rappelle, ouvrier, donc ouvrier non qualifié. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ce que l'on peut, avant de passer à la fin de la diapo, ce que l'on peut comprendre ici également, c'est que Marx et Engels, donc les communistes, ont une visée universaliste. C'est pas prolétaire de la France ou de l'Angleterre, unissez-vous, c'est prolétaire de tous les pays. Autrement dit, tous les pays dans lesquels il y a des prolétaires subissent la même domination, sous des formes parfois un peu différentes, mais finalement assez similaires. Tous ces gens-là doivent s'unir pour contrebalancer le pouvoir et reprendre justement, enfin se libérer. Alors, les prolétaires, de ce point de vue-là, en s'unissant, doivent former une espèce d'armée. J'aurais peut-être dû le mettre entre guillemets, parce que c'est pas une armée régulière, mais c'est quand même un genre d'armée, une armée de prolétaires qui doit abolir le capitalisme partout où il se trouve. Alors à l'époque de Marx, c'est déjà dans une bonne partie du monde. Aujourd'hui, c'est encore plus mondialisé, le capitalisme. Comme on disait, il ne reste que quelques micro-sociétés, notamment des sociétés qui seraient encore, du point de vue de leur développement, à ce que Marx appelait l'époque tribale, donc où il n'existe pas de propriété privée. On peut penser à quelques tribus qui subsistent malgré tout en Amazonie, en Amérique du Sud. C'est pas exclusivement là, mais il en reste encore quelques-uns là, dans l'océan Indien aussi, sur quelques îles. L'armée des prolétaires doit donc abolir le capitalisme, et pour l'abolition du capitalisme, pour abolir le capitalisme, il faut faire la révolution. Très concrètement, la recette que Marx et Engels proposent pour abolir le capitalisme, c'est dans un premier temps d'expliquer. C'est quelque chose qu'on a en fait déjà dit. Il faut expliquer aux prolétaires les raisons pour lesquelles ils sont dominés. Donc, pourquoi et comment ils sont dominés. Ça se fait notamment dans cet ouvrage, le manifeste du Parti communiste en 1848. On explique en termes assez simples comment le capitalisme fonctionne, comment les dominants, donc comment les patrons, les bourgeois abusent de la force de travail des ouvriers en leur fournissant des conditions de travail que très basiques, pour pas dire en fait misérables. Leur expliquer que le salaire est en fait une forme d'esclavage, et deuxièmement, c'est vraiment là de les encourager à stopper la production, puisqu'en fait, sans production dans les usines, eh bien on ne peut pas produire les biens de consommation qui sont ensuite vendus et qui permettent à l'économie de tourner. Donc si les ouvriers, qui sont très majoritaires, cessent de travailler, alors ça enraye la machine capitaliste. Alors très concrètement, c'est ce que vous avez peut-être déjà lu à l'écran, Marx, Engels et les communistes de façon générale disent: vous devez commencer par faire la grève. Si vous faites la grève, pas simplement pour une heure ou un jour ou une semaine, vous faites la grève illimité jusqu'à temps que cela pose réellement problème aux patrons, aux dominants. Vous occupez les usines. Pourquoi occuper les usines? Parce que si vous restez simplement chez vous, il y a d'autres malheureux prolétaires qui n'ont pas de travail, qui vont se faire employer par le patron et qui vont reprendre la production. Donc c'est la grève illimitée sur place. Il faut faire la grève illimitée dans les usines, éventuellement pour s'assurer que les usines ne puissent pas, en tout cas à court terme, être réinvesti par d'autres travailleurs si jamais les grévistes étaient délogés par la police et l'armée, ce qui d'ailleurs s'est produit à de nombreuses reprises et qui continue parfois d'ailleurs de se produire dans le monde lorsqu'il y a des grèves ouvrières. Il faut saboter les machines à ce moment-là, comme ça empêche la reprise de la production à court terme, et éventuellement il va falloir s'armer de ce qu'on trouve autour de nous, des outils, des marteaux, des pioches, tout ce que vous voulez, voire peut-être des pistolets ou des fusils si on en trouve, pour résister face à la police, aux forces de l'ordre et à l'armée. Alors je vous ai mis une affiche de propagande communiste là qui, de façon très imagée, là nous montre un prolétaire musclé qui s'apprête à piétiner des bourgeois capitalistes qui jusqu'alors l'exploiter. Ça sent aussi beaucoup, ça fait aussi très guerre froide là, cette affiche de propagande communiste là, puisque les bourgeois là, notamment celui qui est tout en bas là au centre, a un chapeau avec des étoiles qui fait croire que c'est surtout en fait un capitaliste typiquement américain. Sinon je vous recommande, si vous ne l'avez jamais lu,
un très bel ouvrage, mais très aussi très dur. C'est Germinal d'Émile Zola, écrit en 1885, qui se passe dans le nord de la France, plus spécifiquement dans une mine de charbon du nord de la France. Et on suit un personnage qui va essayer de conscientiser les mineurs pour les inciter à la grève afin qu'ils obtiennent de meilleures conditions de travail. Ça a été adapté en 1993 au cinéma, donc le titre c'est le même, Germinal. Le roman est disponible à la bibliothèque du Cégep, beaucoup d'exemplaires, et j'ai regardé le film en DVD, est également disponible sur le site de la bibliothèque du Cégep, donc vous pouvez le visionner au Cégep en DVD. C'est un film avec le chanteur français Renaud et l'acteur français Gérard Depardieu. C'est une belle adaptation, sinon lisez carrément le livre. Ça vous donnera une belle idée de ce à quoi pouvaient ressembler les luttes ouvrières anticapitalistes à l'époque. C'est-à-dire là, on est on est dans une période là typiquement marxiste, même si je pense qu'en fait ça se passe peut-être après la mort. Oui, en fait, Marx était mort 2 ans auparavant la publication de cet ouvrage, mais en tout cas ça se passe à peu près à cette époque-là. Vous vous rappelez peut-être de la citation de Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, ce qui importe c'est de le transformer. Alors, on peut évidemment ne pas être d'accord avec Marx, bien évidemment, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir quand même concrètement agi pour essayer de transformer ce monde. Ensuite, qu'on soit d'accord ou pas, c'est autre chose, mais il est resté fidèle à son objectif. Les philosophes ont proposé des théories, ce qu'on doit faire ultimement, c'est pas juste théoriser, c'est agir. Alors, en proposant la grève illimitée, l'occupation d'usines, le sabotage de machines, et puis même la lutte armée contre la police et l'armée, on a effectivement ici un philosophe qui ne fait pas que pelleter des nuages, puisque cette recette, elle a été abondamment reprise par beaucoup d'ouvriers dans différents pays à son époque, au cours du XXe siècle, et encore aujourd'hui. Il y a des mouvements ouvriers qui parfois prennent la forme, évidemment de grève, mais aussi d'occupation d'usines, parfois même de sabotage de machines, et puis aussi d'affrontements avec les forces de l'ordre qui représentent finalement les garants de l'institution dominante, donc des classes sociales dominantes. Si cette révolution prolétarienne fonctionne, comme Marx et Engels l'espèrent, il va y avoir une phase qu'ils appellent la dictature temporaire du prolétariat, au cours de laquelle les prolétaires auront renversé les classes sociales dominantes, donc essentiellement les bourgeois, et auront pris le pouvoir. Donc il va y avoir un renversement, si vous voulez, de la structure du pouvoir. Les anciens dominants deviennent les nouveaux dominés, et les anciens dominés deviennent les nouveaux dominants. Mais cette dictature doit être temporaire, puisque l'idée c'est pas que les anciennes victimes deviennent à terme les nouveaux bourreaux. L'idée chez Marx c'est plutôt de créer une société dans laquelle ultimement il n'y aura plus de dictature et il n'y aura plus de domination. Alors après la révolution, après la dictature du prolétariat, il va falloir nécessairement, pour parvenir à cet état communiste idéal, il va falloir abolir différentes choses, d'ailleurs la propriété privée. Puisque dès qu'il y a propriété privée, il y a des gens qui vont se mettre à en dominer d'autres parce qu'ils auront plus de propriétés, plus de capitaux. Donc il faut nécessairement commencer par abolir la propriété privée. Il faut aussi, en fait, du même coup, abolir l'héritage, mais c'est logique, puisque s'il n'y a plus de propriété privée, il ne peut plus non plus y avoir d'héritage. Il faut également abolir l'argent, donc la société idéale de Marx, c'est une société où il n'y aurait pas d'argent. Et du même coup, cela va automatiquement supprimer les classes sociales. Il n'y aura plus de classe sociale, il n'y aura plus de dominants, il n'y aura plus de dominés, il y aura des êtres humains qui sont égaux véritablement, pas juste en théorie, mais véritablement les uns avec les autres. Donc les objectifs, je le disais, c'est quand même d'abord d'empêcher que à terme les anciennes victimes deviennent les nouveaux bourreaux, c'est d'instaurer une société égalitaire où à terme il n'y aura plus d'État et où, puisque la propriété privée aura été abolie, rien n'appartient à personne et où tout appartient à
tout le monde. Donc un outil, par exemple, un marteau, ne serait pas la propriété privée d'un individu, mais appartiendrait à la communauté et servira aux membres de la communauté qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin, avant de le remettre à la communauté, et qu'un autre membre qui en a besoin eh bien, puisse l'utiliser. Donc cette société, c'est le communisme. Donc communisme, vous retrouvez commun, vous retrouvez communauté, donc c'est une propriété, cette fois-ci non plus privée, mais collective des moyens de production. Ça doit vous faire penser, si vous vous en rappelez, à la première époque de l'histoire de l'humanité que Marx avait repéré, c'est l'époque tribale, où effectivement dans ces tribus, eh bien la propriété privée n'existe pas, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, ce serait très curieux pour des membres d'une tribu, bon, je les avais mentionnés, il y en a encore quelques-unes aujourd'hui, d'entendre dire que nous, la grande majorité des êtres humains, vivons dans une société dans laquelle les objets, les choses, les terres, etc., appartiennent à certaines personnes et pas à d'autres, alors que pour eux, eh bien, la nature n'appartient à personne, et puis éventuellement les outils qu'on utilise, eh bien ils appartiennent à la communauté. Donc c'est la communauté qui passe avant, en l'occurrence ici, l'individu en tant que tel. Dans cette société donc communiste, chacune va devoir contribuer selon ses capacités. Donc Marx est au courant du fait qu'il y a quand même des gens qui ont plus de force naturelle que d'autres, éventuellement plus de capacités intellectuelles que d'autres. Alors, selon nos capacités, on va contribuer à la mesure de nos capacités physiques et intellectuelles, et de la même façon, on va aussi recevoir de la communauté ce dont on a besoin, mais en fonction de nos besoins et pas plus que selon nos besoins. Donc un couple avec des enfants recevrait plus de nourriture qu'un couple sans enfants ou qu'une personne qui vit seule dans une société communiste, puisque la personne qui vit seule nécessairement va manger moins qu'une famille de 5 personnes. Donc tout le monde aura tout ce qu'il lui faut, pas plus qu'il lui faut, et on va ajuster de façon équitable les denrées et les biens qui doivent servir à la survie et à la vie bonne des membres de la communauté. Les fruits de la production, pour le dire en termes très marxistes, combleront donc les besoins de tous et de toutes, et pas simplement d'une minorité qui possède la majorité des richesses, comme dans le capitalisme. Alors j'y vais vraiment là, je trace à très très grande ligne, je pourrais davantage rentrer dans le détail, mais j'ai choisi le point 5 de le faire un peu plus court. Marx pense qu'après donc la révolution anticapitaliste, donc après l'abolition du capitalisme, il y a eu l'abolition des religions, il y a l'abolition du capitalisme, il y a la dictature temporaire du prolétariat, et puis il y a l'établissement d'une société communiste. Il pense qu'avec une nouvelle éducation qui serait basée cette fois-ci sur des valeurs de solidarité, d'équité et de partage, donc on apprend aux jeunes selon d'autres valeurs qui ne sont pas les valeurs du capitalisme. Il pense que si c'est généralisé dans tous les pays qui auront fait la révolution anticapitaliste, idéalement donc tous les pays qui étaient capitalistes ne le seront plus, il pense que ces nouvelles valeurs deviendront, entre guillemets, je dis entre guillemets, naturelles, puisque comme vous le savez, de toute manière, l'éducation c'est quelque chose qui est socialement acquis par définition, mais elles deviendront lentement et profondément incorporées par les jeunes générations, et qu'au bout de 30 ans, eh bien à peu près là, donc à peu près entre une et deux générations, on se retrouvera avec des individus qui penseront qu'il est tout à fait normal, qu'il est tout à fait évident et juste et moral que nous soyons solidaires, équitables, et que nous partagions entre nous tous les fruits de la production, que la propriété privée, ça n'existe pas, et qu'à la limite on n'en viendrait même pas à penser que ça devrait exister. Je vous pose ces deux questions-là, vous y réfléchirez de votre côté. Est-ce que ce souhait de Marx, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous pensez par exemple qu'en 30 ans, là, ce serait suffisant pour balayer les anciennes valeurs et les remplacer par les nouvelles, dans la mesure où quand même les parents, eux, ils auront, ou les grands-parents, ils seront encore imbibés des anciennes valeurs capitalistes, ils pourraient être rebelles à l'idée qu'on enseigne aux jeunes générations, en tout cas certains d'entre eux, ces nouvelles valeurs. Et puis est-ce que c'est souhaitable, donc autrement dit, est-ce que de votre côté vous pensez que cette autre société pourrait être plus intéressante que celle que nous connaissons actuellement? Dernière diapo, qui est un résumé en fait de
tout le cours sur Marx. Je vous laisse apprécier le petit montage que j'avais trouvé. En fait, je l'avais trouvé en anglais sur internet, puis je l'ai traduit en français. Il m'avait fait rire. Alors, d'abord, Marx met au jour les lois de l'histoire. Ces lois de l'histoire, en fait, je dis les lois, c'est surtout une loi de l'histoire, c'est celle de la domination des dominants sur les dominés. Troisièmement, cette domination génère nécessairement une lutte des classes qui va déclencher une révolution prolétarienne. Cette révolution prolétarienne, à terme, va mener à l'établissement d'une société juste et complètement égalitaire, réellement égalitaire. C'est le communisme. Ce que vous devez donc retenir en plus, c'est que la morale dominante s'impose aux dominés au travers de l'éducation. Elle en vient finalement à légitimer, à justifier les inégalités et l'exploitation. Rappelez-vous que les religions sont un grand moyen de transmission de la morale dominante dans la perspective de Marx, et que finalement, prendre conscience de cette domination, eh bien c'est non pas s'en libérer, mais du moins c'est commencer à s'en libérer. Voilà, j'ai terminé pour cette capsule, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, si vous avez trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, réécoutez-la, et si malgré tout c'est toujours pas clair, vous savez que je suis au bout du clavier, je me ferai un plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas à m'écrire et à me solliciter pour que je puisse vous éclairer. De toute manière, au prochain cours, on va rebondir avec Pierre Bourdieu, qui a été quand même assez influencé par Marx, même s'il s'en distingue à différents égards, et j'aurai l'occasion de revenir surtout sur cette idée selon laquelle la prise de conscience de la domination est la première condition nécessaire de possibilité pour la libération. Merci et bye bye. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la